En tant que consultant, j'ai accompagné une trentaine d'organisations en 15 ans. J'ai accompagné ces organisations dans des transformations dites DevOps ou encore agiles. J'étais au contact des CTO, des managers, j'accompagnais chefs de projet, profil DevOps, PO, Scrum, les équipes de dev évidemment, et on mettait en place de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques. Au bout d'un mois, en général, le commanditaire, le sponsor, vient me voir et me dit la chose suivante. Geoffrey, je sens que ce que tu mets en place nous aide et que ça va être utile. Cependant, on aimerait se rassurer, est-ce que tu pourrais nous donner des indicateurs pour nous permettre de décider? En tout cas, merci pour toute l'énergie investie. À ce niveau du projet, je comprends que le commanditaire a besoin d'indicateurs clés pour lui, des indicateurs clés sur la performance de ce qui va être mis en œuvre, en anglais Key Performance Indicators ou encore KPI. Mais petit problème. Très souvent, ces KPI sont issus d'une approche top-down. C'est-à-dire que la direction définit une stratégie sur un quarter ou sur une année, ensuite présente cette stratégie au niveau de la strate managériale. La strate managériale va ensuite définir un plan, un budget et les actions à mener auprès des équipes et les objectifs à atteindre. Et c'est ainsi que des équipes se retrouvent avec des KPI imposés sans même avoir été consultés. Et ça pose quelques petits problèmes. Première situation, dans une DSI d'environ 400 personnes, une grosse DSI, le choix de la direction, c'était de travailler sur la qualité des produits. Très bien. Niveau management, c'est devenu la qualité du code. Et niveau équipe, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est devenu la couverture de code. Et il a été demandé à 12 équipes, back-end, 80 personnes, d'avoir une couverture de code de 80% en 3 mois. Au secours, mon manager me demande des KPI. Deuxième situation, on est dans une petite entreprise, 50 personnes, très familiale, et l'équipe Scrum, c'est 7 personnes plus 2 DevOps. Cette entreprise est une filiale et dépend d'une maison mère. Et la maison mère demande toujours plus de rendement au directeur de la filiale. Et bien un jour, le directeur est venu voir l'équipe Scrum et leur a dit la chose suivante en daily, et j'étais là. On doit devenir plus performant, on peut être plus performant. Et donc, j'ai une bonne idée. À partir de maintenant, votre vélocité ne doit plus être de 180 points, mais de 200. Quel génie! Troisième et dernière situation. Celle-ci, je ne l'ai entendue qu'une seule fois, mais elle pique. J'étais en train de terminer une conférence au Devoxx sur un sujet qui s'appelle Accelerate, peu importe, et un leader technique est venu me voir et m'a dit la chose suivante. Il m'a confié que lui et ses équipes ne pouvaient pas livrer plus de 4 à 5 fois dans l'année. Les processus étaient des freins. La communication dans l'organisation était des freins à cause des interdépendances d'équipes. Et les réels problèmes du terrain, comme des couplages d'architecture, etc., n'étaient pas résolus et étaient des freins. Eh bien, ce manager est venu le voir et lui a dit la chose suivante. J'ai découvert les fameuses DORA métriques. Et il y a la fréquence de déploiement. Et donc, on va devenir plus performant à partir de maintenant. Ta fréquence de déploiement à la fin de l'année ne doit plus être de 4, mais de 10. Au secours, son manager lui demande un KPI. Au secours, son manager lui demande l'impossible. Durant cette conférence, je vais vous résumer 10 ans d'expérience autour de ce sujet, que j'ai encapsulé dans une histoire. On va y retrouver des personnages qui me font penser à des personnes que j'ai rencontrées durant ces 10 dernières années. Face à quel type de besoin de KPI on peut être exposé, en fonction du besoin, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand ça semble impossible, comme cette dernière situation, est-ce qu'on est obligé de subir ou on peut réagir? On est lundi, il est 9 h. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Kevin est confiant. Lui et son équipe ont une mise en prod vendredi, mais ils ont quasiment tout avancé. Il leur reste 2 petites features anodines à terminer. Globalement, ils sont confiants, ils vont pouvoir se permettre de livrer un vendredi après-midi. Il y a un post-it sur la table. Il a écrit la chose suivante, voir le boss à 9 h 30.
Kevin, dans le monde de la science-fiction et des étoiles, pourrait ressembler à ce personnage. C'est un très bon développeur, c'est un très bon technicien, il n'y a aucun doute. Il connaît bien le métier, il s'y connaît bien en architecture, il a une équipe qui l'accompagne, qui fait monter en compétences, et surtout, il a un point fort, il a un mandat, une confiance avec son responsable qui lui permet d'avoir une marge de manœuvre. Lui et son équipe, au sens Team Topologies, appartiennent à ce qu'on appelle une Streamline Team, donc une équipe qui produit de la valeur. Et ils travaillent sur le produit phare de cette entreprise, Darkside Enterprise, et ils produisent l'étoile qui tue. Et pour tyranniser l'univers, évidemment, il faut toute une flotte. Il y a une plateforme Team qui fournit réseau, data, outils DevOps, pas data, pardon, infra, data, je ne vais pas y arriver, réseau. Et une complicated subsystem team, parce qu'il faut booster les droïdes. Alors, ils vont travailler sur des trucs très spécialisés, de la data, enfin, et de l'IA. Et l'équipe qui va nous intéresser, ça va être l'enabling team. Ils ne font pas d'infra, ils ne font pas de data, ils vont travailler sur les frameworks, les méthodos. Je vois ça comme des catalyseurs, ces profils, et on peut y retrouver, par exemple, les coachs agiles. Le produit de cette organisation, l'étoile qui tue, version 3, ils ont eu quelques problèmes avec la version 1 et version 2. D'ailleurs, l'ancien directeur de projet a disparu et a été remplacé par le nouveau directeur de projet, le responsable de Kevin. D'ailleurs, il est 9h30, il est temps d'aller le voir. Kevin rentre dans le bureau de son manager et en rentrant, il sent que son manager a un truc à lui dire. Kevin s'assoit, son manager prend la parole. Qui connaît la technique du sandwich ? Il y en a plus qu'ailleurs. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est quoi un sandwich ? Une tranche de pain, une garniture, une autre tranche de pain. Dans certaines stations de métro ou de train, la garniture n'étant pas terrible, on la cache derrière 2 belles tranches de pain. En fait, en management, quand il y a un truc un peu délicat à dire à quelqu'un, en fait, on dit un truc positif, première couche de pain, puis le truc délicat à dire, garniture, et en finir par une belle couche de pain. Et ça donne la chose suivante. Kevin, tu es un excellent leader technique et Darkside Enterprise te remercie. Cependant, garniture, on aimerait que tu mesures la performance collective de ton équipe. On aimerait avoir des indicateurs sur votre performance. On a orienté notre stratégie sur la qualité. On aimerait également que tu atteignes 80% de couverture de code à la fin du mois. Il passe une mauvaise journée, Kevin, on est d'accord. Et dernier point, on a vu les Dorametrics, c'est génial, on va être plus performant. On aimerait que tu mesures les indicateurs de débit, les indicateurs de vitesse. En tout cas, merci pour toute l'énergie investie dans ce projet. Bisous. En sortant du bureau, Kevin est exposé à 3 besoins de KPI. Le premier, un lot de KPI pour mesurer la performance collective d'une équipe. Par où commencer, comment faire, qu'est-ce qui peut être pertinent ? Il a l'embarras du choix. Deuxième besoin, un KPI connu, comme la couverture de code. On a une définition. Encore faut-il définir ce que c'est qu'une couverture de code pertinente pour une équipe. Et surtout, un seuil à atteindre, 80%, ce qui peut mettre un stress, une pression. Troisième cas, les fameuses Dorametrics. On a des définitions, elles ne sont pas encore très claires, ça dépend des contextes des organisations, et pas de seuil à atteindre. Cette situation, ça rappelle quelque chose à Kevin. C'est quelque chose qu'il a vécu dans son enfance, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance, et quelque chose que vous avez probablement déjà vécu dans votre enfance. Quand j'étais petit, mon père avait une obsession. Il faut que tu aies 14 sur 20 en maths, ce qui ne faisait absolument pas sens pour moi. En grandissant, j'ai compris ce que ça voulait dire. C'était son KPI. Et ça signifiait, Geoffrey, à mes yeux, tu seras vu comme performant si tu atteins le seuil de 14 sur 20 en maths à la fin de l'année. J'ai des enfants, et on fait des goûters d'anniversaire. Et il y a toujours une figure parentale pour dire, les enfants, pas plus de 3 bonbons. Ce qui ne fait absolument pas sens pour eux, on est d'accord. Et moi, je le vois de la manière suivante. À mes yeux, les enfants, vous serez performants si vous respectez les règles sociales et de bienséance en ne mangeant pas plus de 3 bonbons. Et dernière chose, si les gens sont fans d'analyse transactionnelle et du driver, dépêche-toi, dans 10 minutes, il faut que tu sois prêt ou prête. Et ça, je le fais encore avec mes enfants. Donc en gros, à mes yeux, les enfants, vous serez performants si dans 10 minutes, vous êtes habillés, le sac prêt à partir à l'école. Et les enfants, avant d'être habitués à ces injonctions, ce sont des injonctions,
Au début, ils disent « ouais, mais pourquoi? Ça ne fait pas sens pour eux ». Et dans le monde professionnel, on en revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. Je n'ai pas vu aujourd'hui des KPI qui créent de la dynamique, qui donnaient du sens aux équipes. Et double peine pour Kevin, en plus, c'est qu'il doit les mettre en œuvre. Mardi, il réfléchit à comment mesurer la performance collective de son équipe. Il trouve des trucs, mais ce n'est pas hyper pertinent. Mercredi, il n'a pas très bien dormi. Et puis, le seuil de 80%, ça commence à lui mettre la pression. Est-ce qu'il va y arriver en 1 mois? C'est un gros challenge. Jeudi, stressé, il boucle très rapidement les 2 petites features pour sa mise en prod, il skip les tests et il se reconcentre sur le sujet des KPI. Vendredi, il a très mal dormi et arrive un sentiment d'illégitimité. Pourquoi mon manager veut me mesurer? Pourquoi il veut mesurer notre performance? Pourtant, on est performant. C'est pervers. Arrive la mise en prod à 16h du vendredi. Problème, ça tombe en panne. Le client est mécontent parce que c'était stratégique. Kevin et son équipe mettront 3 heures à mettre en place une solution temporaire. Le week-end démarre mal. On est lundi, il est 9h. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Kevin a la boule au ventre. Il sait que les nouvelles ne seront pas bonnes. D'ailleurs, en ouvrant sa messagerie, il voit plus d'une vingtaine de notifications techniques indiquant que la solution temporaire n'a pas tenu. Parmi ces 20 mails, un mail d'un de ses clients qui exprime très fortement son mécontentement. Il y a un post-it sur la table, il a écrit la chose suivante: pensez au KPI du boss. Je pense qu'on a tous et toutes été une fois dans cette situation, vous savez, quand on s'en a fait une boulette au boulot, on se sent responsable et que les choses autour se cumulent. Au bout d'un moment, on a tendance à s'enfermer un peu sur soi-même. Dans le cas de Kevin, il y a quelque chose qui va le ramener à la réalité. Un petit son, une petite voix qui lui fait « Hello ». Il tourne la tête et il tombe sur Eileen, le second personnage principal de cette histoire. Eileen est une coach agile expérimentée. Elle est incroyable. Elle a une très grande culture. Elle fait des conférences. Elle va en conférence. Elle connaît plein de choses. Elle appartient à l'Enabling Team. Pas de data, pas d'infra, mais des frameworks, des méthodes. Elle a un super pouvoir, les post-it. Elle écrit dessus, elle les met à droite, à gauche, elle nous pose des questions, on ne comprend pas tout, mais ça nous aide, ça débloque des situations. Elle appelle ça l'empirisme. Et puis, comme on ne discute pas trop dans l'équipe, elle nous apprend également la culture du feedback. D'ailleurs, Kevin va utiliser ce qu'il a appris avec elle et va lui partager sa difficulté autour de ce sujet de KPI. Eileen l'entend, et comme c'est son rôle, dès le lundi après-midi, elle va lui enseigner 3 leçons. Première leçon, rends clair ce qui est obscur. Ici, ils vont traiter le sujet des Dora Metrics. C'est le premier sujet qu'ils vont traiter ensemble. Une petite parenthèse, je vois une énorme obsession sur la toile et beaucoup d'énergie sur une chose, la productivité de l'équipe de développement, qui n'en demande pas tant. On voit du DevEx, on voit plein de choses. C'est des bonnes choses, c'est des bonnes idées. Malheureusement, on est trop focus à l'intérieur de l'équipe de dev. Et au lieu de challenger et mesurer l'équipe de dev, est-ce qu'on ne devrait pas aussi mesurer et challenger ce qui est autour, les processus? Est-ce qu'ils sont performants? Parce que c'est souvent des freins à l'équipe de développement. On devrait également challenger et mesurer la qualité de la communication dans l'organisation, qui est également un frein à l'équipe de développement. Et enfin, on devrait également challenger et mesurer cette capacité à l'organisation de voir les problèmes de fond qui sont souvent des freins à l'équipe de développement. Les Dora Metrics, ce sont des compteurs. Des compteurs, s'il n'y a pas de moteur, ça ne vaut rien. Et comme dit Eileen, on doit faire avec, alors rentrons dans le sujet. Je vais prendre les Dora Metrics au sens 2018, d'accord? Il y en a 9 aujourd'hui, des KPI, je vais rester sur les 4 classiques. Il y en a 2 de débit. Le premier, le lead time for change, ou le délai de livraison des modifications. Une nouvelle feature arrive chez les développeurs. Dès qu'on commence à coder et à historiser via un commit, démarre le chrono du lead time for change. Tic-tac, 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 tic-tac. Ce chrono s'arrête lorsqu'on voit le commit, ce premier commit arriver en production. Sauf qu'entre-temps, on se doute bien qu'on va avoir des petits problèmes, et donc, comment faire pour améliorer ça? On peut automatiser, etc.
ou challenger les process. Deuxième indicateur, la fréquence de déploiement. Je pense que ça va. Si on prend un référentiel d'une année, s'ils livrent une étoile qui tue sur un an, leur fréquence de déploiement, elle est de 1. S'ils en livrent 2, elle est de... Et s'ils en ont 3, elle est de... Vous avez déjà vu la conf? Et puis, la vitesse ne va pas sans la stabilité. D'accord? Vous ne pouvez pas rouler à 130 km/h sur une autoroute sans vous assurer que vos pneus soient bien gonflés. Eh bien, c'est la même chose. Les deux indicateurs de stabilité sont les suivants. Le premier, délai de remise en service suite à un déploiement en échec. MTTR, FTTR, TTR, avis aux puristes, ce n'est pas le sujet. L'idée, c'est quoi? Vous mettez en prod, problème, il y a eu un sabotage de rebelle, et derrière, votre produit tombe en panne. En combien de temps vous détectez la panne, et en combien de temps vous réparez? Et le deuxième, le taux de déploiement, le taux de mise en prod qui a eu un échec. CFR, Change Failure Rate. Donc si vous avez livré 4 étoiles qui tuent dans l'année, il y en a 3 qui se passent bien, puis la 4e plante, ça fait un ratio d'1/4, votre CFR est de 25%, tout simplement. Parmi toutes ces définitions, il y a un seul mot qui a bien résonné chez Kevin. Il y a un mot, je vous rappelle, Eileen n'est pas tech et Kevin oui. Il revient sur le lead time for change. Il dit, en fait, tu m'as dit, lorsqu'on fait le premier commit d'une nouvelle feature avec mon équipe, en gros, démarre le chrono du lead time for change. Elle répond oui. En fait, un commit, une manière de catch, une unité de temps, c'est celle-là. C'est une manière de faire. Il y en a une dizaine, d'accord? Et évidemment, je ne prends pas en compte d'autres difficultés avec les squash, etc. Mais c'est une manière de faire. Donc là, il a récupéré une date du début du lead time for change. Et en fait, une manière de faire, de récupérer également l'unité de temps quand arrive le commit. Une manière de faire, toujours pareil, c'est mettre un tag qui peut être couplé à ce commit. Il y a d'autres manières de faire, et de la même manière, on peut récupérer une unité de temps. Donc en gros, là, ici, il arrive déjà de manière manuelle à récupérer son lead time for change. Et il peut potentiellement en plus automatiser. Et ça, c'est génial pour lui. Rend clair ce qui est obscur. Et en plus, il peut même mesurer sa fréquence de déploiement. Si par exemple, il y a 4 tirés prod dans l'année, en fait, sa fréquence de déploiement, il est de 4, tout simplement. Deuxième leçon. Révèle ce qui est invisible. Ici, ils vont traiter le sujet épineux de la performance collective de l'équipe. Kevin, il dit, mais comment je dois démarrer? Par quoi je dois commencer? Et Eileen lui dit, mais attends, mais rappelle-toi la première leçon, qu'est-ce que la performance aux yeux de ton manager? Rends clair ce qui est obscur. Pour Eileen, la performance aux yeux du management, c'est très probablement cela, dans le monde du software development. Aujourd'hui, une organisation, pour se démarquer dans un marché très concurrentiel, 3 caractéristiques, le profit, la productivité et la réduction des time to market. Satya Nadella, DG de Microsoft, disait en 2017, toute organisation aujourd'hui est impactée par le logiciel qu'elle produit, qu'elle utilise ou qu'elle vend. Donc, être bon dans la manière de produire son logiciel, être performant sur les mises à jour de son logiciel, sur la livraison continue, le software performance, en fait, derrière, c'est clé. Et en gros, comment on rattache par contre les pratiques d'équipe de Kevin à cette notion de performance? Et ce que je vous propose, c'est qu'ils vont faire un petit workshop, et je vous propose de le faire avec eux, en même temps. On va répondre à 3 questions. On va faire choisir un concept parmi les 5. Vous avez le choix entre test automatisé, jusque-là, je n'ai pas besoin d'expliquer. Le découpage en petits lots, on peut prendre par exemple les unités de travail de type user story, et toutes les pratiques qui permettent de les sous-découper, de les rendre plus clairs et plus faciles à implémenter et testables. Les feedbacks clients-utilisateurs, connaître la valeur que l'on produit auprès des utilisateurs, avoir des retours si ça répond à leurs problèmes. Peut-être que vous préférez choisir le management visuel, donc tous les outils qui vous permettent de gérer votre flux de travail. Et enfin, j'en ai une autre, monitoring et alerting, qui est tout lié à l'observabilité. Je vous laisse 5 secondes, prenez le concept qui vous intéresse. OK. Kevin, lui, va prendre les tests automatisés. Deuxième phase de l'atelier. À quoi vois-tu que cette pratique est vivante dans ton équipe? Quelles sont les actions observables du terrain que même ton manager peut voir
qui met en vie cette pratique. Alors là, Kevin, il est moins à l'aise, il est moins habitué, donc il va tester. Je vois qu'on a une génération de rapports de test. Ça, c'est tout à fait observable. Très bien. Quoi d'autre? On a les revues hebdomadaires de la stratégie de test. Très bien, donc sous forme de réunion. L'intégration de tests dans les pipelines, etc. Mise en place de quality gates, etc. Automatisation et les formations de QA. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de faire le même exercice avec le concept que vous avez choisi. Des actions observables du terrain de votre quotidien. Je passe à la suite. Troisième et dernière question. Là, elle est dure pour Kevin, cette question. Quel chiffre ou quelle métrique, quelle mesure tu peux associer à ces actions? Alors là, péniblement, il dit, il y a des tests, donc il y a des rapports de tests, donc le nombre de rapports de tests, on peut le calculer. OK. Quoi d'autre? Le temps investi sur les tests, parce qu'on impute. OK, très bien. La durée des tests. Quoi d'autre? Le volume de bugs. OK, etc., etc. Et si vous faites l'exercice avec le concept que vous avez choisi, je pense que vous allez froncer les sourcils comme Kevin. Parce que, unitairement, en fait, c'est pas très fiable comme mesure, un volume de bugs. Vous pouvez avoir demain un bug qui impacte toute votre prod sur un seul serveur, et le surlendemain avoir 100 bugs complètement anodins sur 100 serveurs. Donc en fait, c'est pas très pertinent. Mais ça, Eileen, elle le savait. Et la clé, c'est surtout d'avoir dégagé des mesures qui sont interdépendantes, interconnectées. Je m'explique. Si vous augmentez le nombre de QA dans votre équipe, vous allez augmenter le nombre de temps investi sur les tests. Et donc, potentiellement, il va y avoir une variation du nombre de tests automatisés. Et une tendance de volume de bugs aussi, qui va commencer à arriver. Je parle bien de tendance, de trends. La durée de test aussi va évoluer, et en fait, le nombre de rapports sur les tests également. Et tout ce paquet, ça montre qu'il y a un système qui montre que ta pratique crée une dynamique. Et si elle crée une dynamique, c'est qu'elle est très probablement utile. Je ne vous parlerai pas des pratiques inutiles comme les réunions, mais essayez de faire l'exercice avec ça, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer très souvent. Et surtout, le paradigme d'Eileen, c'est le suivant. C'est que cette pratique, si elle est utile et qu'elle a une dynamique, elle a un impact inévitable sur la performance de ton équipe et de ton livrable. Pourquoi? En fait, je ne vous ai pas fait choisir ces 5 concepts par hasard. Ils s'inscrivent dans un catalogue de 29 concepts qui s'inscrivent tous dans une démarche de performance. Ça a été prouvé dans une étude. Et aujourd'hui, aucun expert mondial de l'agilité, du DevOps, quoi que ce soit, n'a pu montrer que cette étude n'était pas pertinente. Et ces concepts, je suis sûr que vous connaissez plus de la moitié. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les pratiques d'équipe, on les a mis dans le tamis de la performance, on a mis en évidence les pratiques de l'équipe, et surtout, pour montrer qu'elles sont utiles, on a mis en évidence des actions observables du terrain, toutes celles qu'on a pu, et avec des mesures associées à ça, que même le manager peut voir. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Michel Loiseleur, merci beaucoup à lui. Il m'a dit un jour, Geoffrey, prends conscience que la mesure fait tomber les postures. La mesure fait tomber la posture. Si quelqu'un arrive avec des croyances et des idées, on en a tous et toutes, la mesure peut outrepasser ses croyances et les casser. La mesure fait tomber la posture. Mais il y a encore un frein. Comment je montre qu'il y a de la performance? Et en fait, toujours pareil, Accelerate a montré, c'est cette étude qui est relativement solide, il faut avoir un œil critique, mais elle est quand même assez solide, qui montre qu'il y a un impact inévitable en utilisant un maximum de ces leviers de performance sur la performance de votre livrable. Et en plus, c'est mesurable. Mesurable par les Dora Metrics, et ça tombe bien, Kevin en mesure déjà 2. Donc Kevin va pouvoir aller voir son manager avec des actions observables, des mesures, une argumentation. Il va pouvoir lui dire qu'ils vont tyranniser l'univers très bientôt et devenir riches très rapidement. Révèle ce qui est invisible. Dernière leçon. Tes alliés sont la force et non l'inverse. Ici, il arrive sur le sujet qu'il ne peut pas résoudre. C'est impossible. Il ne peut pas atteindre 80% de couverture de code, il le sait. Péniblement, sans tricher dans les règles Sonar, il atteint 58%. Mais comment faire pour atteindre 80%? Il n'en a aucune idée.
Et Lynn lui dit, c'est bien sympa ton avis, mais qu'en pense ton équipe? Parce que moi, je pense que la réponse est dans ton équipe. Qu'est-ce qu'ils en pensent? La question, c'est comment tu récupères leur opinion et comment tu récupères leur opinion sans les influencer. Petit message à toutes les personnes qui ont un rôle de leader ou une attitude, un comportement de leader. Le leadership, c'est un ensemble de comportements et d'attitudes, d'accord? Ce n'est pas qu'un rôle. Vous avez une forte influence sur les membres de votre équipe, sans peut-être le savoir. Un jour, dans une organisation, une équipe que j'accompagnais de 12 personnes, c'était quand même une grosse équipe, lorsque je faisais des workshops pour faire parler les... Ah, perdu le réseau. Donc lorsque j'accompagnais les membres de l'équipe et que je leur posais des questions, donc très souvent c'est le leader dev et le leader tech qui prenaient la parole en premier. Et le problème, c'est que quand les leaders dev ou les leaders tech parlent en premier, en fait, après, j'ai plus de 60% de l'équipe qui s'aligne sur leur avis. Alors peut-être qu'ils sont d'accord avec eux, mais très souvent, c'est parce que j'ai peur de dire une bêtise, sentiment de non-légitimité, parce que je suis junior, etc., etc. Et c'est dommage parce que je perds le prisme et les idées de plus de la moitié de l'équipe, avec des idées fraîches. Donc prenez conscience de ça. Alors comment faire? Il faut être rapide, efficace et quelque chose à peu près pertinent. Et Lynn propose un bon formulaire. Mais encore faut-il utiliser de bonnes règles. Et je vais vous proposer les règles de la psychométrie selon Albert Moukheber, docteur en neurosciences. Si vous tapez psychométrie sur Internet, attention au malaise, vous allez avoir de tout et de n'importe quoi. Les 3 règles de la psychométrie sont les suivantes. Mon test mesure ce que je veux tester, première règle. On va voir comment on peut ne pas respecter cette règle. Mon outil mesure de manière fiable, pas ou très très peu de multi-interprétation. Ce n'est pas simple à avoir, mais il faut essayer. Et dernier point, un cadre théorique minimum existant. Mais surtout, un bon formulaire, si vous voulez qu'il soit efficace, il faut garantir l'anonymat. Si vous voulez des opinions de qualité, des avis de qualité, même si c'est dur à lire ou à entendre, il faut garantir l'anonymat aux personnes. Et ensuite, fournir un champ libre d'expression. Ça, c'est une mine d'or en général. Moi, mes formulaires, pas plus de 2-3 minutes. Le temps du formulaire, c'est 2-3 minutes, ça doit être une courte durée. C'est un petit parcours et à la fin, j'ai un champ libre d'expression. Et avec tout ça, Kevin, il va tenter. On va voir. Premier essai. Est-ce que la couverture de code est un bon indicateur pour notre équipe, oui ou non? 2 erreurs majeures. La première, le oui ou non. C'est trop fermé. Il faut plus de granularité. Petit retour d'expérience dans une entreprise que je ne peux pas citer, j'ai vu le formulaire de satisfaction des internes. Première question. Est-ce que vous êtes satisfait dans notre organisation, oui ou non? Est-ce que vous recommanderiez votre organisation à des amis ou des collègues, oui ou non? Quand vous savez qu'on ne vous a pas garanti l'anonymat, que les données vont être envoyées à la directrice du service RH, qu'elle est amie avec le directeur du système d'information et que lui-même, il définit un petit peu ce qui se passe avec vos propres managers. En général, pour ne pas être embêté, pour ne pas avoir de problème pour votre carrière, pour votre salaire, on a plutôt tendance à répondre quoi? Il y a personne qui dit non, j'ai toujours un rebelle en général. On a plutôt tendance à répondre oui. Votre test ne mesure pas ce que vous vouliez tester. Première règle de la psychométrie qui est bafouée. Et le deuxième problème, c'est un bon indicateur. Un bon indicateur, si je vous demande c'est quoi un bon indicateur, je pense que je peux avoir 15 versions différentes. Multi-interprétation, ça ne va pas, il faut affiner. Deuxième essai, la couverture de code est un bon indicateur de la performance de notre équipe. Là, on commence à être un peu plus précis de la performance. Et encore, il faudrait définir ce qu'on appelle performance au sein de l'équipe. Et surtout, plus de granularité avec les échelles de Likert. Voilà. Là, ici, j'ai mis 6 choix de réponse. En général, c'est un chiffre impair, 5, 7 ou 9. Mais moi, ça me rend fou parce qu'au milieu, il y a marqué « je suis ni d'accord ni en désaccord ». Et moi, j'ai besoin que les gens se positionnent. Donc moi, je mets toujours une échelle paire. Ici, il y a encore 2 petits trucs à corriger. Le premier, c'est le mot « bon », B-O-N. Et bien en fait, ça peut biaiser vos réponses. Il y a des études qui l'ont montré. Si je vous dis « est-ce que ce talk était bien ?» En fait, le mot « bien », ce n'est pas neutre. La question neutre, c'est « qu'avez-vous pensé de ce talk ?»
Et ensuite, je n'ai pas envie qu'il pense pour son équipe. Là, ici, il pourrait penser pour les autres. Donc on va faire un focus, c'est « je pense que la couverture de code est un indicateur pertinent de la performance de notre équipe » avec l'échelle de Likert. Et vous pouvez essayer de travailler ça avec des IA, ça marche pas trop mal, mais on peut perdre le focus, l'objectif du formulaire, donc attention. Donc, il envoie le formulaire et il obtient des réponses en quelques jours. Et je vous rappelle, ils ne sont que 5 dans l'équipe et ils sont quasiment tous et toutes d'accord, ce n'est pas pertinent. Cette couverture de code de 80%, ça ne vaut rien pour cette équipe. Le problème, c'est que Kevin, il ne peut pas balancer ça à son manager comme ça, il n'a pas d'argument. Et c'est là où le champ libre d'expression devient fort. C'est qu'en agrégeant les données de son équipe, ils sont quasiment tous et toutes d'accord que le code est non modulaire, le langage est obsolète et l'intégration des tests est beaucoup trop coûteux. Et avec tout ça, en fait, il a des arguments, il est très content et il va s'empresser de partager tout ça à son manager. Cher Monsieur Dark, suite à votre demande de KPI, je vous envoie ce mail pour vous faire un état d'avancement. Alors, Kevin, il a compris et analysé la technique du sandwich. Il va l'utiliser. Nous avons réussi à établir des métriques de notre performance collective. Je vous invite à consulter le document en pièce jointe. Bam. Concernant la couverture de code, nous sommes bloqués à 58% à cause de, mais quel bonheur pour lui de pouvoir argumenter avec des faits du terrain et qu'il ne soit pas le seul à le dire, mais qu'il soit plusieurs et qui bénéficie d'un petit effet de masse. Dernière couche de pain. Enfin, vous serez ravis que nous mesurons déjà les Dora Metrics. Une automatisation est en cours. Bisous. 2 heures après, il reçoit une notification. Son manager a répondu. Il a hâte de lire la suite. Cher Kevin, merci de ton retour. Ton investissement pour Daxa Enterprise est précieux. Technique du sandwich. Ta couverture de code est bien loin des objectifs, qui étaient 80%. Cela ne sera pas entendu par la hiérarchie, mais on peut mettre en avant que tu mesures les Dora Metrics et comment tu peux les améliorer. C'est dur ça pour Kevin. Après 1 mois de travail sur le sujet, on lui demande déjà d'améliorer ses KPI. Déjà vu. Et concernant ta stratégie de mesure, je ne comprends rien. Il faudra que tu m'expliques. Donc tout le travail qu'ils ont effectué durant le workshop, ça n'a pas servi à grand-chose, on dirait. En tout cas, merci pour toute l'énergie fournie. Ça, pour l'avoir vécu, c'est dur. Et pour l'avoir vu. Mais ce n'est pas grave, je vais expliquer pourquoi. Votre manager lui-même, il ou elle, va devoir annoncer des mauvaises nouvelles à sa hiérarchie. Et ce n'est pas évident pour cette personne non plus. Et l'autre point, c'est que votre manager, globalement, il va chercher aussi à vous challenger. Il doit faire tourner un système et voir plus loin, plus grand, ben c'est aussi pour ça qu'on le paie. Donc c'est pour ça qu'il demande aussi comment tu peux améliorer tes KPI. Mais quand même, sur le moment encaissé, ça peut être dur et ça nous fait poser un genou à terre. Mais vous savez quoi, la vie est bien faite. Et il y a des fois des choses qu'on ne maîtrise pas qui se passent. 2 jours après, à la machine en café, ils boivent beaucoup de café dans cette entreprise. Je pense qu'ils ont des problèmes de performance à cause de ça. Son manager vient le voir, et ça, je l'ai déjà vécu. Ok, tu es bloqué à 58% de couverture de code, mais tu mets en évidence un vrai problème. En fait, ce que ne sait pas Kevin, c'est que Eileen a envoyé le formulaire à une dizaine d'équipes. Et ils n'ont pas 5 réponses, mais ils en ont 40, 50, 60, 100 peut-être. Et 70% de la masse est d'accord sur le fait que les codes sont non modulaires et que l'intégration des tests est beaucoup trop coûteuse. Et ils bénéficient d'un effet de masse, déjà vu et déjà fait dans la vraie vie dans une entreprise. Sur la partie Dora Metrics, je vous rappelle, le manager, il essaie de voir plus loin. Et donc là, il va mettre en valeur le travail de Kevin. OK, ça, tu peux le mettre à l'échelle? Ben oui. Ben écoute, on va le faire. On va valoriser ton travail. Ça a l'air facile à mettre en œuvre pour les autres équipes. On y va. Et pour le dernier point, ta stratégie de mesure, la performance de l'équipe, tu mets en évidence une dynamique, je le sens, et je vais te soutenir. Je vous rappelle qu'il a un mandat avec son manager, une confiance. Et son manager, on ne peut pas lui en vouloir si techniquement, il n'a pas le même niveau que Kevin et qu'il n'est pas le même niveau qu'Eileen. Par contre, le manager fait confiance à ces 2 personnes, il va les soutenir et au pire, ils réussissent quelque chose. On est lundi, il est 9 h. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Kevin est soulagé. Cette histoire de KPI et de mise en prod loupée, c'est fini. Il y a un post-it sur la table, il a écrit la chose suivante. « Viens boire un café avec moi, signé Eileen. »
de toute cette histoire, Kevin en tire la chose suivante. Une approche top-down est doublement efficace si elle est complétée par une approche bottom-up. En mettant en évidence les problématiques du terrain et les forces aussi des équipes, et en les mettant en évidence auprès du management. Mais pour cela, il faut aussi des preuves, des arguments. Ce qu'on a vu, côté data, on a vu des données quantitatives, des chiffres, mais fiables. Attention aux indicateurs pastèques. Mais les chiffres ne sont pas suffisants. On a vu qu'aussi les lettres, c'est important. Les chiffres et les lettres, retenez ça, en masse. Et c'est important de bénéficier d'un effet de masse. Et avec tout ça, peut-être que le manager de Kevin pourra même convaincre sa hiérarchie. Donc, durant cette conférence, vous avez vu qu'en mettant en évidence des actions observables, en y associant des chiffres ou des métriques, ce n'est pas des KPI, forcément, les métriques, mais on peut montrer et relier à la performance en livraison continue pour votre équipe. L'utilisation des formulaires, pour ceux qui commencent à découvrir la Dev Experience, c'est très demandé. C'est très conseillé. Attention à ne pas noyer les équipes dans les formulaires non plus. Ça doit être rapide, efficace, pertinent et anonyme. Et enfin, 3 critères d'un KPI, clair, pertinence et que ça fasse sens. Parce qu'un jour ou l'autre, mesdames et messieurs, votre manager vous demandera des KPI, si ce n'est pas déjà le cas. Et que comme Kevin, vous vous demanderez comment faire. Comme Kevin, vous remettrez en cause peut-être votre légitimité. Et comme Kevin, peut-être que vous aurez la pression d'atteindre des seuils. Alors, osez manager votre manager. Osez aller de l'avant vers cette personne. Osez demander l'avis, non pas de 5 personnes, mais de 10, 20, 30, 40, 60. Et enfin, osez challenger les KPI que l'on vous demande. 3 critères pour les KPI. Intention, attention, émotion. Intention. Quelle est l'intention du KPI? Est-ce qu'il est clair? Est-ce que ça aligne tout le monde? Attention. Attention à quoi? À la donnée qui l'alimente. Et enfin, émotion. Et si vous préférez, énergie. À l'annonce du KPI, est-ce que ça crée une dynamique ou au contraire une démotivation? Intention, attention, émotion, énergie. Et vous savez quoi? Peut-être qu'avec tout cela, on changera peut-être la définition du mot KPI. Et qu'elle ne soit plus Key Performance Indicators, mais qu'elle devienne Keep People Interested. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. De garder les gens intéressés, de garder les gens impliqués. Et j'espère l'avoir fait aujourd'hui, de garder les gens inspirés. Merci. Merci Geoffrey. On a 5 minutes pour des questions. Yes. Je cherche ma future Eline ou Kevin, donc au plaisir d'en discuter. Et puis surtout, les remerciements, il y en a plein. Jérôme pour les pictures, mais il le sait. L'Unsplash pour les droits. Et enfin, hop. Merci beaucoup pour votre feedback. C'est important pour DevLille. C'est important pour moi. C'est important aussi pour les sponsors. Donc, du feedback, s'il vous plaît, avec grand plaisir. Et en plus, il y a un champ libre d'expression. Amusez-vous.